Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet fondamental, même si on n'y prête pas toujours attention. C'est cette toile incroyable d'interdépendance qui lie tous les êtres vivants. Absolument. Une connexion permanente. Voilà. Et pour ça, on s'appuie sur des extraits d'un module de biologie, le module 4, intitulé «Les êtres vivants dépendent les uns des autres». Des documents assez clairs d'ailleurs. Oui. Notre but, c'est de vraiment comprendre ces relations alimentaires, comment la matière, elle circule, comment elle est recyclée dans un écosystème. Et pourquoi c'est si important? Exactement. On va donc regarder de près les chaînes, les réseaux, les cycles alimentaires, tout ce qui est décrit là-dedans. C'est parti. Et pour lancer la discussion, j'ai trouvé une petite énigme dans les sources, assez parlante je trouve. On nous dit que chaque année en forêt, il tombe à peu près 10 centimètres de feuilles mortes. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Alors, si on pince à un arbre qui a, disons, 100 ans, pourquoi on ne marche pas sur des mètres et des mètres de feuilles accumulées? Bonne question. Ça semble contre-intuitif au premier abord. Et la réponse, je crois, va nous amener au cœur du sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est une excellente porte d'entrée. Bon, alors commençons par le début, comme le font les documents. La chaîne alimentaire, c'est quoi exactement d'après eux? Alors, l'idée de base, c'est une suite d'êtres vivants, Oui, où chacun est mangé par le suivant. C'est assez linéaire comme image. d'accord. Le premier mangé par le deuxième, deuxième par le troisième, comme ça. C'est ça. Et les flèches dans les schémas, elles sont importantes, elles indiquent est mangé par. Ah oui, le sens est crucial. L'exemple qu'il donne, c'est herbe, flèche, lapin, flèche, renard. Voilà, herbe est mangée par lapin, lapin est mangé par renard. C'est l'exemple type. Simple et visuel. Et chaque élément de cette suite, on l'appelle un maillon. Comme les maillons d'une chaîne, littéralement. D'accord. Un maillon. Et ce qui est vraiment fondamental, les sources insistent là-dessus, c'est le point de départ. Le tout premier maillon. Oui, presque toujours, c'est un végétal, une plante, une algue. C'est la base de tout. On l'appelle producteur. Producteur. Ah oui, parce qu'il produit sa propre matière, c'est ça? Les sources utilisent le terme autotrophe. Exactement. Auto pour soi-même, trophe pour nourriture. Ils fabriquent leur propre matière organique. Juste avec de la lumière, de l'eau, des sels minéraux du sol, du CO2. C'est quand même incroyable. C'est la base de la vie sur Terre, en grande partie. Et donc tous les autres maillons, le lapin, le renard, eux, ils ne peuvent pas faire ça. Comment on les appelle? Eux, ce sont les consommateurs. Logique, ils consomment. Le terme scientifique est hétérotrophe. Hétéros. Autres. Ils mangent les autres. C'est ça. Ils ont besoin de manger d'autres êtres vivants pour récupérer de l'énergie et de la matière. D'accord. Et parmi ces consommateurs, il y a des niveaux, une sorte de hiérarchie. Oui, on distingue plusieurs niveaux. D'abord, ceux qui mangent directement les producteurs. Comme le lapin qui mange l'herbe. Exactement, le lapin est un consommateur primaire. C'est le deuxième maillon. On les appelle aussi herbivores ou phytophages. Phytophage, mangeur de plantes. Oui, ça se tient. Donc lapin égale consommateur primaire. C'est ça. Et alors le renard, lui, qui mange le lapin. Le renard mange un consommateur primaire. Il devient donc un consommateur secondaire, troisième maillon. Et comme il mange de la viande, enfin un animal, On dit qu'il est carnivore ou zoophage, mangeur d'animaux. zoophage. D'accord. Et ça peut continuer s'il y avait un aigle qui mange le renard. Oui, tout à fait. Cet aigle serait alors un consommateur tertiaire, le quatrième maillon, et ainsi de suite potentiellement. Et les sources parlent aussi d'omnivores, ceux qui mangent un peu de tout. Ah oui, c'est important. Un omnivore, comme l'ours ou l'humain d'ailleurs, mange à la fois des végétaux et des animaux. Et donc sa place dans la chaîne, elle peut varier. Exactement. S'il mange des fruits, il agit comme un consommateur primaire à ce moment-là. D'accord. Mais s'il mange, disons, un insecte qui lui-même a mangé une plante, là, il est consommateur secondaire. Ça rend l'image de la chaîne un peu plus floue, non? Si un même animal peut être à plusieurs niveaux. C'est vrai. C'est pour ça qu'on parle aussi de niveau trophique. Niveau trophique. Oui, c'est juste la position dans la chaîne comptée à partir du producteur. Producteur égale niveau 1, consommateur primaire égale niveau 2, secondaire égale niveau 3. Peu importe si l'animal est aussi autre chose à côté. Pour cette interaction précise, on définit son niveau. Ça permet de comparer plus facilement. D'accord, choix. Mais cette image de chaîne bien droite, herbe, lapin, renard, même si elle est utile pour expliquer, ça me semble quand même très simplifié par rapport à ce qu'on observe dans la nature. Ah ben oui, carrément. J'imagine que le renard, il ne mange pas que des lapins. Et le lapin, il n'y a pas que le renard qu'il chasse. Exactement. C'est là qu'on passe de la chaîne au
Réseau alimentaire. Les documents l'introduisent bien. Réseau, oui. Ça sonne plus connecté, plus réaliste. Tout à fait. Dans un écosystème, la réalité, c'est une multitude de chaînes qui s'entrecroisent. Parce qu'un animal mange plusieurs choses. Oui, et il est mangé par plusieurs prédateurs. Les sources donnent l'exemple de la vipère. Ah oui, en forêt. Elle mange quoi déjà? Des mulots, des campagnols. Plusieurs types de petits rongeurs. Ok. Et elle-même, elle peut être la proie d'une buse ou même d'un hérisson. Donc la vipère, elle est un point de connexion entre différentes chaînes. Exactement. Elle est un nœud dans ce réseau. Si on prend toutes ces chaînes interconnectées d'un milieu donné, une forêt, un étang, On obtient le réseau alimentaire, ou réseau trophique, c'est la même chose, hein. oui, réseau alimentaire, réseau trophique, c'est synonyme. C'est une carte bien plus fidèle du qui mange qui. Bon, d'accord, le réseau, c'est plus complexe, plus vrai, mais ça ne nous dit toujours pas où vont nos feuilles mortes. L'énigme, on y arrive. Parce que c'est pas que les feuilles, en fait. C'est aussi les branches mortes, les animaux qui meurent, leur déjection, tout ça. Toute cette matière organique morte. C'est exactement le terme. Matière organique morte ou détritus. Elle s'accumule au sol, forme ce qu'on appelle la litière. Et alors? Elle disparaît comment? Elle ne s'empile pas sur des mètres, on l'a dit. Eh bien, c'est là qu'intervient une équipe. Discrète, mais hyper efficace. Les décomposeurs. Les décomposeurs, ça sonne chimique. C'est quoi? Des produits? Non, non, pas du tout. Ce sont des êtres vivants, principalement des organismes microscopiques. Ah bon? Lesquels? Des bactéries et des champignons. Il y en a des milliards dans chaque gramme de sol forestier. Une activité incroyable. Des microbes en somme. C'est eux qui font tout disparaître, hein? Ils sont les finisseurs, on va dire, mais ils ont des aides. Les documents montrent aussi des acteurs plus visibles. Oui, j'ai vu des images. Vers de terre, cloporte, mille pattes. Voilà. Eux, on les appelle les détritivores, mangeurs de détritus. D'accord. Et ils font quoi, ces détritivores? Leur rôle est super important. Ils fragmentent la matière morte, ils la mâchent, la découpent en plus petits morceaux. Ils la prédigèrent un peu, quoi? On peut dire ça. Et d'ailleurs, en mangeant ces débris, ils sont eux-mêmes des consommateurs primaires dans les chaînes alimentaires du sol. C'est un micro-réseau en soi. Intéressant. Et cette fragmentation, ça sert à quoi? Ça augmente énormément la surface d'attaque pour les vrais décomposeurs, les bactéries et les champignons. Ça leur facilite le travail. Ok. Donc, les gros morceaux sont réduits par les détritivores. Exactement. Et ensuite, les décomposeurs, les microbes, prennent le relais sur ces petits morceaux. Et ils en font quoi exactement? Ils les mangent aussi? Ils les dégradent chimiquement. Grâce à des enzymes très puissantes, ils cassent les molécules complexes de la matière organique morte, la cellulose des feuilles, les protéines des cadavres. Ils la décomposent littéralement. Exactement. Et c'est là leur rôle clé, crucial, que soulignent bien les sources. Cette décomposition transforme la matière organique En quoi? en matière minérale, toute simple, des sels minéraux en fait. Des sels minéraux. Comme les engrais qu'on met dans les plantes, nitrates, phosphates, ce genre de choses? Précisément. Nitrate, phosphate, potassium. Des ions simples solubles dans l'eau, du sol. C'est ça, la minéralisation. La matière minérale. Mais attendez, ça c'est exactement ce dont les plantes ont besoin pour pousser. Tout à fait, vous y êtes. On l'a vu au début, les producteurs, les plantes, ils absorbent l'eau et les sels minéraux par leurs racines. Exactement. Et avec le CO2 de l'air et la lumière du soleil, ils utilisent cette matière minérale pour refabriquer leur propre matière organique, pour grandir, faire de nouvelles feuilles. Mais c'est génial, c'est un cercle. Voilà. Les feuilles tombent, détritivores, plus décomposeurs, les transforment en minéraux. Les minéraux sont réabsorbés par l'arbre refait des feuilles. C'est ça le cycle de la matière. C'est exactement ça. Le cycle de la matière, ou cycle alimentaire au sens large, il connecte tout. Producteurs, consommateurs, décomposeurs. Et c'est pour ça que les feuilles ne s'accumulent pas. Elles sont recyclées en continu. En permanence, la matière circule sans cesse entre le monde vivant, organique, et le monde non vivant, minéral. C'est un recyclage naturel incroyablement efficace. Waouh! L'énigme est résolue. C'est une belle mécanique. Une mécanique essentielle à la vie telle qu'on la connaît. Changeons un peu de sujet, tout en restant dans les interactions. Les documents parlent aussi pas mal de proies et de prédateurs. Oui, la dynamique classique du mangeur et du mangé. Les définitions sont claires.
La proie, c'est l'animal qui est tué et mangé. Et le prédateur, celui qui tue pour manger. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que beaucoup d'animaux sont les deux. Ah oui, la plupart en fait. L'exemple de la mésange est bon. Elle chasse les insectes, donc elle est prédatrice. Mais elle peut être chassée par un épervier. Donc elle est aussi une proie. Cette dualité, c'est la règle pour les maillons intermédiaires. Mais il y a forcément des animaux qui sont tout en haut, non? Qui ne sont chassés par personne ou presque. Absolument. Ce sont les super prédateurs, ou prédateurs sommitaux. Super prédateurs. Oui, ceux qui sont au sommet de leur réseau alimentaire dans un écosystème donné. Ils n'ont pas de prédateurs naturels réguliers. Comme? La buse, dans certains exemples des documentaires, ou le loup, le lion, le requin blanc. Voilà, ce genre d'animaux. Ils sont le dernier maillon consommateur de la chaîne. Bien sûr, eux aussi finissent par mourir. Et là, ils retournent dans le cycle grâce aux décomposeurs. La boucle se referme même pour eux. Exactement. Personne n'échappe au recyclage final. Torsu au livre du jeu permanent, les sources montrent des adaptations. C'est fascinant. D'un côté, les prédateurs, Oui, ils développent des techniques de chasse. La chasse en groupe, par exemple. ou le camouflage. Ah oui, la menthe religieuse, le caméléon. Incroyable pour surprendre leur proie. Et la vision aussi. La vision binoculaire du chat qui lui permet de très bien évaluer les distances. Essentiel pour sauter sur une souris. Et de l'autre côté, les proies ne se laissent pas faire. Elles ont leur propre stratégie. Bien sûr. Le camouflage, c'est aussi une défense très répandue, se fondre dans le décor. Ou l'immobilité totale. Parfois, ne pas bouger, c'est la meilleure chance. Oui. Et puis, il y a les sens. Le champ vision du lapin, par exemple. Ah oui, avec les œufs sur les côtés, ça lui donne une vision panoramique. Il voit arriver le danger de presque partout, même s'il perçoit moins bien le relief. C'est un compromis. C'est une sorte de course aux armements, en fait, entre stratégie d'attaque et de défense. C'est une bonne image, oui. Une coévolution permanente. Bon, tout ça nous montre un système complexe, mais qui tourne. Les chaînes, le réseau, le cycle, la prédation. Mais qu'est-ce qui se passe quand les conditions ne permettent pas à ce système de fonctionner? Bonne question. Il y a un exemple dans les sources qui m'a vraiment marqué. L'Everest. Ah oui, l'Everest, un cas extrême. On apprend que là-haut, les déchets, bouteilles, tentes et même, malheureusement, les corps des alpinistes, ils restent là. Ils ne se décomposent pas pendant des décennies. C'est exact. Pourquoi? Pourquoi cette différence énorme avec notre forêt où tout est recyclé si vite? Qu'est-ce qui manque sur l'Everest? Deux choses essentielles. Premièrement, le froid. Un froid extrême et constant. Et le froid, ça ralentit tout? Ça ralentit énormément, voire ça stoppe complètement l'activité biologique et chimique nécessaire à la décomposition. D'accord. Et la deuxième chose? Le sol, ou plutôt l'absence de sol vivant. Là-haut, sur le rocher et la glace, il n'y a pas cette couche riche en terre, en humus, Et donc, pas de vers de terre, pas de cloporte? et surtout, pas cette concentration énorme de bactéries et de champignons spécialisés dans la décomposition qu'on trouve dans un sol forestier. Donc, sans les travailleurs, les décomposeurs, et avec le froid qui bloque tout. Regarde, la matière organique, qu'elle vienne des déchets ou des corps, reste intacte. Le cycle est brisé, complètement bloqué. C'est pour ça que les alpinistes doivent maintenant redescendre leurs déchets. 8 kilos par personne, mentionne la source. Oui, c'est une mesure pour tenter de compenser artificiellement l'absence de ce processus naturel de recyclage. Ça montre à quel point on dépend de ce travail invisible du sol. C'est fou quand on y pense. Bon, essayons de synthétiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette exploration? Déjà, cette idée forte d'interconnexion. Oui, les êtres vivants sont tous liés par l'alimentation, les chaînes, les réseaux. Ensuite, le rôle absolument central des décomposeurs. Ah oui, eux, les bactéries, les champignons, aidés par les détritivores. Sans eux, pas de recyclage de la matière organique en matière minérale. Et donc, pas de nourriture pour les plantes, à long terme, pas de fertilité des sols. C'est la clé du cycle de la matière. Et puis on a vu aussi la dynamique proie-prédateur avec leurs adaptations. Ce qui ressort, c'est que chaque élément a sa place, son rôle. Du plus grand super-prédateur au plus petit microbe du sol. Exactement. L'équilibre de l'écosystème dépend de tous ces maillons. Aucun n'est inutile. Et comprendre ça, ça nous aide à voir les écosystèmes autrement peut-être. Je pense, oui. Ça permet de mieux saisir leur complexité, leur résilience parfois, mais aussi leur fragilité. Que ce soit une grande forêt ou notre jardin. Ou même un pot de fleurs sur un balcon. Les principes de base sont là. Et ça explique pourquoi perturber un seul élément Comme faire disparaître une espèce, introduire un invasif, polluer le sol. peut avoir des effets en cascade sur tout le système.
déséquilibrer le réseau, bloquer le cycle. Alors, pour finir, peut-être une pensée à garder en tête. La prochaine fois qu'on se promène en nature, en forêt, Oui. prenons juste un instant pour regarder le sol. Vraiment regarder, sous les feuilles, les brindilles. On imagine difficilement tout ce qui s'y passe. C'est ça. Tout ce monde caché, ces détritivores, et surtout ces milliards de microbes décomposeurs qui travaillent sans arrêt. Les recycleurs de la planète. Et si on imagine maintenant, en pensant à l'Everest, mais à l'échelle globale, si ces travailleurs de l'ombre étaient gravement perturbés ou disparaissaient, La question fait réfléchir. quelles conséquences à long terme sur l'accumulation des déchets organiques, bien sûr, mais aussi sur notre capacité à produire de la nourriture? Sur la qualité de l'eau, peut-être même sur l'air qu'on respire, vu les liens avec le cycle du carbone. C'est une perspective qui, oui, qui donne un peu le vertige et qui rappelle l'importance vitale de ce qui se passe juste là, sous nos pieds. Une bonne raison de prendre soin de nos sols, en effet.